ne peut pas donc consister en la volonté d'écarter la maladie, en disant non à la maladie. Puisque toute maladie est quelque part également une tentative d'auto-guérison, on est amené à l'accueillir dans son ambiguïté problématique, en disant « oui, mais pas de cette façon ». Cela est une position transférentielle très difficile à tenir. Plutôt que de vouloir supprimer un trouble ou un mal, la thérapie devra consister donc en la recherche réciproque d'un champ de possibilités qui mobilise autrement un conflit. Dans le commerce thérapeutique, nous sommes constamment confrontés à de l'ambiguïté, à de l'angoisse, de l'antithétique qui caractérise le pathique. Il y est question d'accueillir cette parole afin d'en faire éclore le mouvement libérateur. Dans les verbes conjugués de vouloir, devoir et pouvoir, vient se loger momentanément et provisoirement le flux du devenir. Notre rôle, c'est de ne pas figer les choses en les réduisant à l'antique, mais oser faire résonner le pathique dans ses puissances polyphoniques. Dans une réciprocité, nous devrions inaugurer un mouvement de mise en forme de ce qui apparaît. Dans ce commerce et à travers des moments critiques, le sujet va pouvoir se fonder, être sa propre cause dans son automouvement. Pour finir, nous aimerions aborder le thème du délire, que non seulement nous rencontrons quotidiennement dans la clinique, mais aussi dans la vie tout court. La formule de Von Waes, c'est que la maladie est une tentative d'auto-guérison, accompagnée de tentations de retomber malade. Elle fait écho à l'idée de Freud concernant le délire du président Schreber. Le délire est une tentative d'auto-guérison, de reconstruction. Le délire vise à renouer un commerce avec le monde et les objets, avec la réalité, ne serait-ce que sur un mode délirant. Freud, tout comme dans le rêve, affirme que le délire a un sens et qu'il ne doit donc pas être pris simplement comme erreur. Le délire possède un noyau de vérité, et la question se pose alors si la vérité ne se comporte pas à son tour, ne compte pas, si la vérité ne comporte pas à son tour un noyau délirant. Donc ce qu'il va essayer de faire, c'est explorer la pensée à partir du délire, et donc non pas le délire à partir de la pensée moins délirante. Von Waes élabore toute une série de concepts concernant le délire, tels que le délire de la matière, le délire négatif, le délire d'innocence, le délire de sécurité, ou encore le contre-délire. Tout comme le concept de maladie, Von Waes ne veut pas laisser l'usage du concept du délire aux seuls médecins, car ce sont des phénomènes qui dépassent largement le champ de la médecine. Cette réflexion s'origine dans une inquiétude née de la constatation que de se croire en bonne santé, c'est aussi participer à la maladie. Et donc Von Waes a dit, la maladie inconnue de l'un peut causer de réels dommages à l'autre. Le caractère délirant ne se présente pas seulement chez un fou ou chez un malade intoxiqué, mais également dans des formes plus modérées, telles que l'état amoureux, la fantaisie, l'imagination ou le rêve. Von Waes part de la prémisse que ce que nous tenons pour normal est en réalité traversé de parties délirantes et a trouvé, apparemment, et sans le savoir, un modus vivendi, une façon de vivre avec le délire. La matière elle-même est délirante, au moins susceptible d'un délire. Par exemple, une tumeur peut être cataloguée comme un comportement délirant des cellules, des tissus, des organes. C'est la matière même qui est délirante parce que le délire est de l'ordre de la matière. Ce délire de la matière équivaut également, toujours selon Von Waes, à dire que c'est un délire d'accepter la matière. Von Waes donc, en partant des petits délires quotidiens, tels que l'état amoureux ou l'ivresse, ose avancer que la structure délirante de chaque homme, du moins, il le tient pour possible. Elle lui permet de repenser notre rapport à la vérité, qu'il teinte d'ubiquité, c'est-à-dire l'omniprésence ou la capacité d'être à plusieurs lieux en même temps, telle qu'elle émane de la tension entre l'antique et le pathique. Je le cite. D'un point de vue logique,
Le délire est quelque chose qui est valide ou non, mais d'un point de vue anthropologique, il est quelque chose qu'il croit, se dissipe et ainsi bouleverse en permanence la temporalité. Le véritable combat que mène Voltaire, c'est contre l'homme sain, normal et intelligent, se croyant en parfaite santé, qui serait coupable d'un délire d'innocence, qui est beaucoup plus sournois que les délires positifs ou manifestes, car il croit pouvoir se substituer à l'objectivité impersonnelle pour devenir ainsi la norme, le gardien de la frontière entre le normal et le pathologique. L'origine passionnelle d'une telle attitude lui échappe complètement. Je cite Von Weizsäcker. Quand on pose un conflit comme une conduite inutilement mauvaise d'autrui, et quand on classe un délire comme un trouble mental mobile, on se comporte comme si l'individu paisible et sain pouvait les poser devant lui comme un vase de fleurs. L'objectivation du délire, se trouver en conflit avec lui, par exemple en le caractérisant comme quelque chose de mauvais, équivaut à partager le délire. Von Weizsäcker affirme que l'objectivation du délire, de quelque façon que ce soit, est toujours un contre-délire, et souvent reçu en tant que tel par le délirant. Car dans le délire, ce n'est pas l'utilisation de l'objectivité qui est perturbée, mais l'objectivité même qui est mise entre parenthèses. Le commerce éminemment pathique, co-constitutif de ce avec quoi nous commerçons, pris dans une réciprocité circulaire, basée sur une confiance, ne peut être refusé que sous menace de violence. Ce scellement du conflit surgissant avec le délire peut prendre l'apparence de divertissement anodin, tel qu'on trouve dans l'individualisme. Une autre façon de tuer les délirants, dira Von Weizsäcker, est l'objectivation scientifique, l'enfermement ou l'isolement. Comment alors doit-on accueillir, non pas le délire, qui est déjà une chosification, mais le délirant? Il ne s'agit ni de délirer avec lui, ni de contre-délirer, ni de lui en vouloir en disant il ne faut pas délirer, ni de l'empêcher de délirer. Car parfois, lorsqu'on donne trop de neuroleptiques et on détruit le travail du délire, ça peut entraîner des états dépressifs extrêmement graves. Combien de fois on entend lorsque quelqu'un est délirant, comme seule réponse, il faut qu'il prenne ses médicaments, comme si la seule suppression du délire serait un retour à la santé. Faisant l'hypothèse de penser un instant le délire comme une tentative de réinstaurer un commerce avec le monde et les choses, une tentative d'auto-guérison qui échoue en partie, car elle n'est pas dépourvue de tentation de rompre le commerce avec les autres. Avant tout, le psychotique vit un commerce inamical avec son propre corps qui perturbe sensiblement les autres formes de commerce. L'art de la psychothérapie consiste à rétablir le commerce interrompu en dessinant un paysage pratique, en créant une ambiance avec ses variations poétiques dans lesquelles on ose dire « oui, mais pas ainsi » à la maladie en toute son ambiguïté. Du fait même d'un tel accueil, les choses se transforment, l'impossible se réalise, et à travers un moment critique, le sujet se fonde. La réciprocité circulaire d'un tel commerce thérapeutique permet une mise en forme qui conjoint la plus grande proximité avec la plus grande distance, c'est-à-dire une rencontre basée sur une éthique. Donc, comme dit Moury, être au plus proche de l'autre en assumant son lointain, ou être au mur de l'opacité de l'autre, mais sans le toucher. Celle-ci ne peut se fonder que sur la réciprocité circulante qui règne dans le paysage pratique. C'est alors, et seulement alors, que l'homme errant, l'homme qui est nulle part, puisse à nouveau, dans son automouvement, épouser le mouvement même qu'est la vie.